c'est peut-être la nouvelle la plus importante côté PSG qu'on a eue ces derniers mois. La candidate LR Rachida Dati vient de lâcher une véritable bombe aujourd'hui pour sa candidature à la mairie de Paris, alors que l'on pensait que le dossier autour du Parc des Princes et du futur stade du Paris Saint-Germain était désormais terminé. C'est en tout cas ce qu'avait dit Nasser El Khelaifi en expliquant que le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain c'était fini. Parc des Princes, tout le monde l'aime. Si vous me dire mon cœur décide avec mon cœur, on part pas. Tout le monde est là un stade, on regarde en Europe 100 000, 80 000, 90 000, parce que ça, on a besoin de partir. Le PSG se doit d'avoir un stade avec une forte capacité pouvant assainir les finances du club et faire rentrer des capitaux, afin de pouvoir continuer à concurrencer ses adversaires en Coupe d'Europe, mais aussi et surtout pour sa survie, à cause du fair play financier. Pour ça, le PSG voulait racheter le Parc des Princes et y construire autour, mais malheureusement, le club était complètement bloqué à cause de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui était totalement opposée à cette idée. Pour rappel, le Paris Saint-Germain a l'intention de créer un véritable Disneyland pour les supporters du Paris Saint-Germain autour de son futur stade, avec notamment un musée contenant les différents trophées glanés par le club, mais également plein de boutiques et d'attractions liées au supportarisme du Paris Saint-Germain. Un futur stade qui aurait dû se situer à Massy ou à Poissy, car ça allait dans le sens de l'histoire du Paris Saint-Germain concrètement. Le club qui est convaincu qu'un stade de 48 000 places n'est absolument plus adapté, et que les sites de Poissy ou de Massy pourraient faire en sorte que le Paris Saint-Germain pourrait avoir un stade compris entre 60 000 et 90 000 places, faisant donc du futur stade du Paris Saint-Germain l'un des stades avec le plus de capacité en Europe. Et le choix final de cette décision aurait dû arriver à l'automne 2026, et cette date n'est absolument pas un hasard, puisque d'ici là, nous aurons déjà un nouveau maire de Paris, et donc des négociations qui auront déjà probablement eu lieu avec le Paris Saint-Germain. Candidate LR de 60 ans estime qu'il est temps pour le Paris Saint-Germain de renouer le contact avec la mairie de Paris, qui avait été complètement écornée après le passage d'Anne Hidalgo, qui elle ne voulait absolument rien entendre, et surtout pas d'une vente du Parc des Princes aux Qataris, car pour elle le Parc des Princes était un monument français qui devait rester à la France et ne surtout pas être vendu à l'étranger. Elle est par exemple totalement ouverte à une vente du stade Jean-Bouin, stade dans lequel joue le Paris FC, car les dirigeants du Paris FC, la famille Arnaud, est l'une des plus grandes fortunes françaises. Eh bien la future candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati, explique qu'elle sera totalement favorable à une vente du Parc des Princes aux dirigeants du PSG et qu'elle compte bien mettre en place le projet sportif qu'ont les Qataris en tête autour du Parc des Princes. Maintenant que j'ai dit tout ça, il est important de rappeler que Rachida Dati est tout sauf notre pote, c'est une disciple de Sarkozy, c'est une pure droitarde, ancienne garde des Sceaux du gouvernement Fillon. Elle faisait partie des petites protégées de Nicolas Sarkozy, comme lui pisse sur la banlieue dès qu'elle le peut. Son but est de bien se faire voir par les Parisiens, mais surtout d'éteindre Anne Hidalgo, et elle s'y attelle depuis déjà plusieurs mois. Elle brigue évidemment la mairie de Paris et utilise le Paris Saint-Germain pour arriver à ses fins. Et même si c'est extrêmement stylé d'imaginer que le projet du PSG pourrait se faire autour du Parc des Princes, il est important de rappeler qui est Rachida Dati et donc de ne pas s'enflammer et de ne surtout pas la valoriser. Là, vous voyez, je suis agacé par Luis Campos. Ces derniers jours, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, nous a expliqué sa méthodologie et comment il voyait le mercato, mais surtout comment il estimait qu'une dépense du Paris Saint-Germain pouvait être effectuée. Selon lui, s'il y a un dossier qui coûtait beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain, ce dossier devenait immédiatement prioritaire et toutes les forces vives du Paris Saint-Germain sur le recrutement ne travaillaient plus qu'à la finalisation de ce dernier, mettant donc complètement en pause tous les autres dossiers sur lesquels le PSG travaille. C'était la raison pour laquelle les autres dossiers prenaient beaucoup plus de temps. Quand le PSG dépense beaucoup d'argent, le club ne veut pas se tromper. Et quand on voit que le PSG veut aujourd'hui recruter Junior Kroupi, qui va coûter beaucoup d'argent vu qu'il joue désormais à Bournemouth, je suis extrêmement énervé compte tenu du fait que Bournemouth l'a acheté en Ligue 2 à Lorient il y a 2 ans, que c'était un joueur que la communauté Paris Saint-Germain mettait extrêmement en avant, car le joueur avait déjà des qualités, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, que tout le monde avait remarqué. Venir nous dire aujourd'hui que le Paris Saint-Germain est intéressé par le joueur, c'est normal, puisque c'est un jeune joueur de 19 ans, de nationalité française, qui est en train de tout casser en première ligue, mais ces qualités-là, il les avait déjà lorsqu'il jouait à Lorient. On le sait très bien, au Paris Saint-Germain, le niveau du joueur ne compte absolument pas, seul compte son potentiel que Luis Enrique doit exploiter. Sur le mercato d'été, on sait déjà que le Paris Saint-Germain va devoir se renforcer, et donc venir nous dire qu'aujourd'hui, Elie Junior Kroupi intéresse le Paris Saint-Germain, sachant qu'il va coûter beaucoup d'argent, ça veut donc dire que le PSG va être extrêmement concentré sur ce dossier. J'espère pour Luis Campos qu'il est déjà en négociation avec les clubs concernés pour faire venir des joueurs, parce que selon ses propres dires et selon sa propre méthodologie, Elie Junior Kroupi prendra une grande partie du mercato du PSG, et c'est complètement con, sachant qu'on aurait pu l'avoir pour beaucoup moins que ce qu'on va le prendre cet été, si on avait été réactif beaucoup plus tôt. Maintenant qu'on a dit tout ça, Elie Junior Kroupi entre les mains de Luis Enrique, en alternance avec Ousmane Dembélé sur le poste de numéro 9, et avec ses qualités, il peut s'exporter également sur les côtés, vu comment joue le Paris Saint-Germain. Seigneur Dieu tout-puissant, je rappelle que le gamin n'a que 19 ans. Madre mia!
Le match face à l'OM, Luis Enrique a dit que personne ne fera la fête dans le vestiaire, que personne ne célébrera la victoire parce que dès le lendemain, il faudra venir à l'entraînement. Le coach du Paris Saint-Germain n'a absolument pas menti. Dès le lendemain de la victoire extraordinaire et historique 5-0 face à l'Olympique de Marseille, les joueurs du PSG étaient tous à l'entraînement car Luis Enrique a des objectifs clairs pour la seconde partie de saison. Maintenant que le Paris Saint-Germain semble avoir retrouvé un semblant de condition physique, le but est d'aller reconquérir tout ce que le PSG avait gagné la saison dernière, moins la Coupe de France évidemment. On savait l'entraîneur du Paris Saint-Germain agacé quant aux rumeurs liant son avenir loin du Paris Saint-Germain. Lors de la conférence de presse, un journaliste espagnol lui a posé la question est-ce qu'il allait toujours être le coach du Paris Saint-Germain cet été. La réponse de l'entraîneur espagnol est on ne peut plus claire. Pam! Je suis très content à Paris. Ici, c'est pareil. Il ne compte donc pas bouger du Paris Saint-Germain malgré toutes les rumeurs l'envoyant au Real Madrid ou à Manchester United. Et on a l'impression qu'il est même plus agacé que le Paris Saint-Germain, que sa prolongation de contrat ne soit pas encore effective, plutôt que l'inverse. En attendant, Aurore Berger est en train de mener une véritable lutte contre le folklore autour des ultras du Paris Saint-Germain. Selon elle, il faut qu'on arrête de considérer des insultes homophobes comme du folklore, demande la ministre déléguée de la lutte contre les discriminations, et appelle à de lourdes sanctions contre le Paris Saint-Germain suite à ce qui s'est passé dans les tribunes lors du classique. Ousmane Dembélé a intégré le top 10 des meilleurs buteurs de la Ligue 1 cette saison. Toute compétition confondue, il a été titularisé 17 fois cette saison et encore, on peut retirer la titularisation face au Bayern Munich où il n'aura joué que 20 minutes avant de se blesser. Il en est donc à 16 goals assists sur sa saison avec 10 buts toutes compétitions confondues et 6 passes décisives. Ce qui fait donc d'Ousmane Dembélé, et ça on l'a vu la semaine dernière, le meilleur créateur des 5 championnats, mais également le joueur le plus décisif en termes de minutes passées sur le terrain, puisqu'Ousmane Dembélé est décisif avec le Paris Saint-Germain toutes les 66 minutes, que ce soit avec un but ou avec une passe décisive. Certains l'avaient peut-être oublié, mais Ousmane Dembélé n'est pas qu'un joueur décisif, c'est aussi un game changer exceptionnel, que ce soit par sa palette de passes qui s'est totalement transformée cette saison. Ousmane Dembélé est capable aujourd'hui de totalement prendre le jeu à son compte et de faire le jeu à la place de Vitinha, ou bien par des dribbles complètement chaloupés, car Ousmane Dembélé est à la base l'un des meilleurs dribbleurs au monde. Et si on rajoute aujourd'hui à ça son côté décisif, eh bien ça en fait aujourd'hui l'un des joueurs les plus complets dans le monde du football actuel. Quand on sait que certains ne le mettent pas titulaire pour la Coupe du Monde 2026 en équipe de France, alors que Kylian Mbappé a choisi, je vous rappelle que c'est lui qui tient les rênes de l'équipe de France. Si vous aviez pas compris le message, au moins je vous ai traduit. Certains parlaient par exemple de Greenwood comme étant le meilleur joueur de la Ligue 1, alors que Ousmane Dembélé était simplement blessé. Et il reste désormais 13 matchs au Ballon d'Or pour démontrer qui est le véritable patron de notre Ligue 1. Fernandez a joué son premier match avec les U21 du PSG. Oups, ah bah non, merde, c'est au Parc des Princes, donc c'est avec les pros. Eh bah oui, la communauté la plus bienveillante du football nous a encore menti. Le nouveau petit prince du parc a été présenté devant les supporters avant la rencontre. Au contact de sa nouvelle famille, il avait l'air très heureux. Et lorsqu'il est rentré en jeu, on a pu voir tout de suite ce qu'on savait finalement déjà de lui. Si en termes de niveau et de consistance physique, il va énormément devoir travailler pour pouvoir jouer en Ligue 1. Sur ses qualités techniques, il y a absolument pas photo. C'est un joueur extrêmement doué. Lui qui va jouer aux côtés de Désiré, ils vont s'amuser les deux. Que ce soit sur ses prises de balles ou sur la façon dont il oriente son corps au moment de ses contrôles, ce gamin pue le football. C'est évidemment pour ça qu'on s'est emballé quand il a pris le numéro 27, parce qu'il nous rappelle énormément un autre jeune joueur qui était arrivé au PSG il y a quelques années en portant le numéro 27. Il y a du Pastore chez ce gamin. Évidemment, on parle toujours pas de niveau, là, on parle de caractéristiques. Il y a une façon de s'emmener le ballon qui est hyper classe et puis surtout, on voit qu'il n'a pas peur de réclamer le ballon. On voit qu'il sait lire le jeu parce qu'à chaque fois hier soir, il est allé se positionner dans un espace libre pour pouvoir réceptionner le ballon. Et encore une fois, pour ceux qui connaissent bien ce sport, ce sont des petits détails qui montrent à quel point Luis Enrique ne s'est pas trompé. Ce gamin a un véritable potentiel et on va pouvoir en faire quelque chose. Ce sera probablement peut-être jamais le meilleur joueur de l'équipe, mais en tout cas, ce gamin va nous rendre des services, c'est sûr et certain. En tout cas, lui a l'air d'avoir apprécié le Parc des Princes. Le Parc des Princes a l'air de l'avoir apprécié. L'histoire commence de la plus belle des façons. Un soir de match face à l'Olympique de Marseille où le Paris Saint-Germain bat un record historique en giflant 5-0 le Hops originel. Le petit est adopté et on a déjà hâte de le revoir sur le terrain. Dans le monde du football part en couille, Kylian Mbappé a insulté par 2 fois un arbitre lors de la rencontre du Real Madrid face à Valence. Le capitaine de l'équipe de France a insulté l'arbitre de tête de bite dans le plus grand des calmes. Et il a ensuite récidivé auprès d'Eduardo Camavinga en expliquant que les arbitres sont des bouffons. Encore une fois, belle image pour le capitaine des Bleus.
Roberto De Zerbi pourrait démissionner de son poste d'entraîneur de l'OM. On dit d'ailleurs du côté de Marseille que les joueurs auraient lâché leur entraîneur, car les joueurs n'auraient pas aimé la façon dont a été traité le dossier Murillo du côté de l'Olympique de Marseille, et surtout l'attitude de leur entraîneur vis-à-vis de leur ancien coéquipier. Également, Mehdi Benassia pourrait claquer la porte de l'Olympique de Marseille cet été. Le directeur sportif et ancien joueur de l'OM estime qu'il se sent isolé au sein de l'Olympique de Marseille. Par ce fait, il ne peut pas remplir la pleine totalité de ses fonctions, car il n'est pas soutenu comme il se doit par sa direction. Et de toutes les façons, Roberto De Zerbi avait déjà expliqué bien avant ça que si Benassia venait à quitter le club, il le quitterait lui aussi. Visiblement, la pratique de vol de serviettes a traversé le continent. Hier soir, dans le match qui opposait Porto au Sporting Portugal, les ramasseurs de balles du FC Porto ont volé les serviettes du gardien du Sporting et ont également fait en sorte de cacher les ballons lorsque les joueurs du Sporting devaient faire une remise en jeu. Mohamed Salah est en étroite négociation avec le club d'Al Ittihad pour une arrivée cet été. Et enfin, au Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier pourrait rater la Coupe du Monde si d'aventure le gardien de l'équipe de France ne joue plus du tout de la saison au Paris Saint-Germain. Le club qui est endeuillé et qui a rendu hommage aujourd'hui à Nabatengue Tokomondi Toko Dieudonné. L'attaquant tchadien a évolué au Paris Saint-Germain durant 5 saisons entre 1980 et 1985. Premier buteur de l'histoire en Coupe d'Europe pour le Paris Saint-Germain en 1982. Il est également le joueur qui marquera le premier but lors de la première Coupe de France remportée par le Paris Saint-Germain également en 1982 face à l'AS Saint-Etienne de Michel Platini. Et il s'avère que c'était l'un des joueurs préférés de mon papa lorsqu'il avait 20 ans. On adresse évidemment toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches, mais également à toute la famille du Paris Saint-Germain. Contre l'Olympique de Marseille, on a vu des Parisiens voler sur le terrain. Bradley Barcola, par exemple, a été l'un des joueurs les plus dangereux du Paris Saint-Germain en attaque. Et même si l'ancien Lyonnais ne sera pas récompensé par un but ou par une passe décisive, il aura littéralement cassé les reins de toute la défense de l'Olympique de Marseille. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu l'ailier du Paris Saint-Germain être aussi virevoltant, parce que physiquement, on avait l'impression ces dernières semaines que comme les autres joueurs de son équipe, il pêchait un petit peu. Et bien là, face à l'OM, on a retrouvé un joueur complètement frais, tout comme Nuno Mendes sur le couloir à gauche, qui a littéralement donné l'impression de s'être multicloné, tant on avait l'impression qu'il était à plusieurs endroits en même temps sur le terrain, gagnant quasiment tous ses duels et humiliant les Marseillais chaque fois qu'il était balle au pied. Pour vous dire, Nuno Mendes dégageait tellement d'aura que Greenwood a fini par prendre peur, ratant complètement ses gestes techniques chaque fois qu'il est passé à côté de lui. Joao Neves, autre joueur qui avait un petit peu disparu des radars ces dernières semaines. Face à l'OM, on a retrouvé le milieu de terrain extraordinaire qui défendait toujours en avançant. Et comment ne pas parler évidemment de la prestation et de la forme exceptionnelle qu'a livré Ousmane Dembélé. Il a dit d'ailleurs après le match, il se sent de mieux en mieux, il n'a plus de rechute, il peut désormais enchaîner les matchs, lui qui s'est retapé une condition physique cet hiver, porte-étendard de cette équipe du Paris Saint-Germain, que ce soit statistique comme en termes de niveau. Il leur a dit lui-même en interview, le Paris Saint-Germain est bien de retour et que ce match face à l'Olympique de Marseille était un message que les joueurs du PSG avaient envie d'envoyer au monde. J'arrête pas de le dire, mais quand j'entends que ce mec-là aurait le niveau Ballon d'Or, ça me file de l'urticaire. Déjà pour commencer parce que je ne comprends pas comment on peut décider de réhabiliter un mec pareil, et deuxièmement parce que si on parle juste football, ce mec n'a tout simplement pas le niveau d'un joueur niveau Ballon d'Or lors d'un gros match. Et c'est pas uniquement contre le Paris Saint-Germain, même en Ligue des Champions, il n'a brillé que contre des équipes qui clairement n'ont pas le niveau pour être en Ligue des Champions, parce que c'est une équipe qui a le budget de l'Olympique de Marseille. Et si on enlève les 10 derniers du classement, Mason Greenwood, il est nul en fait. Et là, j'ai même pas envie de faire l'effort de parler avec des termes footballistiques pour essayer d'enjoliver ce que je suis en train de vous dire, parce que je rappelle qu'on parle quand même d'un violeur. Mais excusez-moi, on avait un Ballon d'Or ce soir sur le terrain. Vous trouvez que Greenwood, il avait un quelque niveau qui se rapproche de ce que Dembélé a pu faire en première mi-temps? Et encore, Dembélé, on l'a vu bien meilleur que ce qu'on a vu ce soir. Il a joué à peine une mi-temps. Sur la seconde mi-temps, il a été dans la gestion totale. Est-ce que vous vous rendez compte que ce soir, Greenwood, il a pris peur de Nuno Mendes? Il l'a fui pendant tout le match. Et la seule fois où il a été obligé d'aller au 1 contre 1 contre lui pour le provoquer, il a marché sur le ballon parce qu'il a pris peur. Est-ce que vous voyez maintenant la différence entre les mecs qui n'ont pas gagné le Ballon d'Or devant Ousmane Dembélé, c'est-à-dire les Yamal, les Rafinha, les Lewandowski, les Mbappé, les Vitinha, les Hakimi? Est-ce que vous voyez maintenant le niveau de ces mecs par rapport au niveau de Mason Greenwood? Que quand on vous dit que Greenwood n'a pas le niveau Ballon d'Or, est-ce que maintenant vous pouvez juste vous taire et arrêter de vouloir l'imposer dans un débat qui le dépasse complètement, avec comme seul argument que si on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on est un haineux? Alors qu'il y a des faits réels qui existent dans la vraie vie, dans la réalité. Il y a zéro haine, il y a simplement un constat footballistique. Et le problème, c'est que les Marseillais, vous n'acceptez pas la vérité. Vous pensez que vos joueurs sont exceptionnels parce qu'ils portent votre maillot, mais la réalité elle est tout autre. Donc s'il vous plaît, laissez le Ballon d'Or en paix et arrêtez d'associer ce trophée prestigieux avec le nom de ce mec, parce que vraiment, le football n'en peut plus. Après ses premières minutes avec le PSG, Dro Fernandez nous a livré ses impressions, les gars, je vous dis tout ça. Let's go. Il a tout d'abord parlé de Luis Enrique
Enrique en 10 ans, tout le monde me disait que Luis Enrique était un entraîneur incroyable et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir ici. Il fait beaucoup confiance aux jeunes joueurs. Le PSG est le meilleur endroit pour moi. Il a répondu à une question sur l'ambiance pendant le Classico. Il a donc affirmé, c'est incroyable. La vérité, c'est que c'est un match que je n'imaginais même pas avec autant d'intensité, autant d'ambiance. Je suis très reconnaissant envers les supporters qui ont soutenu et qui continuent à le faire. Ça a été mon premier match et je suis très heureux. Je me suis senti très à l'aise et je voudrais remercier tous mes coéquipiers qui m'ont facilité la tâche ainsi que tout le personnel. Et là, il nous a donné la raison principale pour laquelle il a choisi le PSG. Il a affirmé, je suis très heureux. Mes coéquipiers et le staff m'ont beaucoup aidé. Je suis venu ici pour jouer et accumuler du temps de jeu. Mais je ne suis pas pressé. Il n'est pas pressé, il va prendre son temps. C'est ça que j'aime, c'est ce jeune. Il dit la vérité, il n'est pas pressé, mais il est venu pour jouer. Donc il va prendre le temps qu'il faut, mais il va jouer, il le sait.